Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Secrets de Photoshop. Au programme de cette vidéo, le Fine Art noir et blanc architecture. C'est un sujet que vous avez été très nombreux à me demander en commentaire et sur les différents sondages à gauche et à droite. Et donc, à l'occasion de la sortie de ma formation Architecture Fine Art noir et blanc, eh bien, c'était la bonne occasion pour vous offrir ce tuto en cadeau. Vous apprendrez donc dans cette vidéo à passer d'une image plate, comme ici vous pouvez voir à l'écran, à un travail de la lumière en noir et blanc. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'avoir une belle lumière pour réussir ce type de photo. Bien entendu, vous pouvez télécharger le fichier source utilisé dans la vidéo. Vous le trouverez ici en description afin que vous puissiez vous entraîner dessus. J'ai choisi ce fichier-là parce qu'il est très simple au niveau des sélections. Comme vous pouvez le voir, la photo est composée juste donc de deux faces d'un bâtiment ainsi que le ciel. Et donc, ça va être relativement simple parce que je dois quand même vous mettre en garde. Ce type de post-traitement Fine Art demande de la patience. Donc, si vous êtes du genre à vouloir avoir un post-traitement en 5 minutes, vous n'êtes pas à la bonne adresse car ce genre de post-traitement nécessite des sélections très précises. C'est d'ailleurs pour cela que l'on le fait dans Photoshop plutôt que dans Lightroom. Même si je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo qu'il est possible tout de même d'arriver à un résultat pas mal dans Lightroom, mais pas aussi précis que comme on va le réaliser ici ensemble. Alors, sans plus tarder, on se met au travail. Tout d'abord, qu'est-ce que le Fine Art? Eh bien, en fait, le Fine Art, c'est une vision artistique d'une scène. Donc, ce n'est pas spécifique à l'architecture. On peut très bien faire du Fine Art en portrait ou en macro ou d'autres styles. Et donc, le Fine Art, c'est assumer en fait sa vision. C'est-à-dire que si je vous montre par exemple cette photo brute ici, prise à la Cité des Sciences à Valence, et le résultat après le post-traitement, vous voyez qu'on s'est fort éloigné de la réalité. Donc, il y a un ajout de ciel en pose longue, la lumière n'a plus rien à voir avec la scène, des personnages ont été ajoutés, etc. Donc, en fait, ça correspond à une transgression de la réalité. Le principe du Fine Art en architecture, c'est de prendre un bâtiment en photo et ensuite de l'interpréter à votre manière. Il est souvent caractérisé par un côté très minimaliste, graphique, en soulignant donc la lumière que vous créez entièrement si vous le souhaitez. Alors comme je vous le disais, il est possible de le faire dans Lightroom. Je vous montre ici un exemple. Il s'agit du bâtiment BNP Paribas Fortis à Bruxelles. Mais comme vous pouvez le voir, c'est difficile d'avoir des sélections de ciel très précises. Il y a des halos et j'ai dû donc recourir à des techniques avancées dans Lightroom pour arriver au résultat. Donc ce n'est pas que ce n'est pas possible dans Lightroom, c'est juste que c'est plus compliqué pour une fois que dans Photoshop. Voici donc le fichier RAW sur lequel je vais travailler et que j'ai mis donc à votre disposition dans la description de la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce fichier-là? C'est parce qu'il est relativement simple, c'est-à-dire que le bâtiment ne présente que deux faces. Et donc pour s'initier au traitement Fine Art Architecture, c'est un bon exemple puisque ce sera beaucoup plus simple pour les sélections. Votre réaction par rapport à ce fichier est probablement que le fichier est très plat. Eh bien, c'est justement volontaire parce que on va pouvoir modeler la lumière comme on le veut. Le problème, si vous avez une lumière directionnelle, comme je vais vous le montrer dans un autre exemple, voilà, dans cette photo également prise à Rotterdam, vous voyez qu'il y a une lumière directionnelle qui vient de la droite. Vous avez des faces qui sont bien éclairées et puis un ombrage très marqué. Et ici, par exemple, sur une forme arrondie, donc vous avez un dégradé de lumière vers l'ombre. Et ça, en fait, ce serait très compliqué d'aller l'inverser. C'est-à-dire que si vous voulez développer cette photo en Fine Art, vous êtes tributaire de la lumière. C'est-à-dire que vous allez devoir suivre la logique imposée par la lumière naturelle et donc vous n'aurez pas toute la flexibilité qu'apporte ce genre de fichier où il y a très peu de lumière directionnelle. Donc si on le désire, on peut très bien rendre la face de gauche plus claire que celle de droite et vice-versa. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. Dans la préparation du fichier RAW, je vais le rendre encore plus terne, puisque vous pouvez quand même le constater, la lumière vient de la droite, on voit que la face droite est plus claire que la face gauche. Pour ça, je vais d'abord faire les corrections de l'objectif, comme d'habitude, pour enlever le vignettage surtout, et ensuite dans les réglages de base, vous voyez que par défaut, Lightroom ou Camera Raw applique le profil de développement Adobe Color, qui lui donne donc déjà un certain contraste. Or, moi, je veux un résultat très plat pour pouvoir vraiment sculpter la lumière telle que je l'entends. Pour ça, je vais appliquer donc un profil dit linéaire qui va rendre l'image très terne. Alors, ne cherchez pas après un profil linéaire dans votre Lightroom ou Camera Raw si vous n'en avez pas créé un.
Je vous rappelle que j'ai consacré tout un article et une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver ici quelque part en haut dans un des coins. Après application de ce profil linéaire, on voit donc que mon image est beaucoup plus terne. Et si on observe l'histogramme, on voit donc en haut à droite qu'on a énormément de marge maintenant de manœuvre dans les tons clairs, ce qui va me permettre d'ajouter de la lumière où je le veux. Par contre, on voit déjà qu'au niveau des noirs, on est limite. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'histogramme touche quasi à gauche. Ça veut dire que si je veux rendre certaines zones foncées, je risque ici de complètement boucher les zones sous les fenêtres. Donc ce que je vais faire, d'une part, c'est déboucher les ombres, voilà, pour rendre le fichier plus plat. Du coup, vous voyez l'histogramme glisser à gauche. Je peux même décaler le point noir volontairement. Voilà. Du coup, ça me laisse plus de marge de manœuvre. Et je vais baisser les hautes lumières également. Voilà. Le but est d'arriver à un fichier au final très grisâtre, très peu esthétique, mais qui est de la matière première pour notre traitement Fine Art. Clic droit, modifier dans Photoshop. Ici, en tant que calque, je ne reviendrai pas sur les réglages du fichier RAW. Hop. Alors, voici le fichier ouvert dans Photoshop. Alors, une des premières choses que je vais faire, c'est le recadrer car je trouve qu'il y a trop de matière vide dans la photo. Donc, pour ça, je vais choisir un format 4/5e. Voilà. Et donc, je glisse mon cadre comme ceci me semble plus équilibré. Durant mon traitement Fine Art, je vais faire en sorte d'avoir la fenêtre histogramme à ma portée pour toujours vérifier que je reste dans ce qu'on appelle le 10 Zone System, pour vérifier que je reste dans les limites de l'histogramme sans cramer certaines zones et sans complètement boucher certaines zones. Parce qu'un bon noir et blanc présente l'ensemble des tonalités de l'histogramme. C'est ce qu'on appelle le fameux 10 Zone System d'Ansel Adams, sur lequel je ne vais pas m'étaler ici parce que sinon on est parti pour une demi-heure. Mais donc en gros, je vais contrôler visuellement de temps à autre que je ne crame pas des tons ou que je n'en bouge pas d'autres. Le secret du Fine Art noir et blanc architecture consiste en deux choses. La première, c'est la capacité donc de créer des sélections très précises, c'est ce qu'on va faire juste après, et ensuite de manipuler la lumière à l'aide des dégradés. Vous allez voir que si vous maîtrisez donc les sélections et les dégradés, vous avez les deux ingrédients principaux pour cette recette. On commence par la sélection. Vous pourriez penser, pourquoi ne pas utiliser des outils automatiques tels que sélection du ciel? Je vous montre. Voilà, j'appuie sur Q pour voir la sélection en mode masque et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas du tout précis. On va plutôt essayer une sélection du sujet, commande ou contrôle D pour désélectionner ou sélection désélectionner, sujet avec un résultat donc basé dans le cloud, comme je vous ai montré dans une de mes vidéos précédentes sur le sujet. Hop, sélectionner le sujet. Et là, a priori, ça semble mieux. Je dis bien a priori. On va passer en mode masque en appuyant sur la lettre Q et on va venir zoomer. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, ce n'est pas précis du tout. Il manque ici un bout du bâtiment. Ici, on a des parties qui n'ont pas été prises en compte. Vous voyez d'ailleurs que c'est assez crénelé, alors qu'en architecture, dans ce type de bâtiment, on a des lignes droites. J'appuie sur H pour activer le zoom temporaire. Je relâche et viens voir ici, il n'a pas inclus cette partie. Enfin, bref, vous vous rendez compte que sur ce type de sujet, vous n'aurez pas une sélection suffisamment précise. On va être obligé de toute manière de la retoucher. Donc, autant tout de suite la faire vous-même de manière manuelle. À l'heure actuelle, la sélection manuelle est vraiment ce que je vous recommande pour avoir des sélections précises. Nous avons deux outils principaux pour y parvenir, le lasso polygonal et l'outil plume. Pour la simplicité de ce tuto, je vais utiliser le lasso polygonal, même si les détourages à la plume présentent beaucoup d'avantages par rapport au lasso. Mais quand vous avez des lignes droites, comme c'est le cas dans cet exemple, cela revient au même que vous le fassiez au lasso ou à la plume. Le problème vient lorsque vous vous retrouvez avec ce genre d'image où il y a plein de lignes courbes ou comme dans celui-ci par exemple où vous imaginez que tracer au lasso va vous obliger à créer plein de petits points très proches l'un de l'autre et où donc c'est plus facile d'utiliser l'outil plume. Revenons à nos moutons. Nous allons donc procéder avec l'outil lasso polygonal qui se trouve ici en haut. Si vous ne le trouvez pas, restez appuyé sur l'outil lasso et normalement il devrait apparaître dans la liste d'outils. Sinon, il se trouve ici où il y a les trois petits points. Mais normalement, vous devriez le trouver ici en haut. Alors, assurez-vous d'avoir la première option cochée, celle intitulée Nouvelle sélection, et que contour progressif soit bien à 0. C'est par défaut normalement, mais je préfère vous le rappeler. Vous pouvez laisser cocher lissage, il n'y a pas de souci avec ça. Je désélectionne ma première sélection, sélection désélectionnée. Donc, le lasso, c'est très simple. En fait, il suffit de savoir faire des clics gauche. Clic, 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 clic,
clic, et lorsque vous voulez terminer un tracé, il vous suffit de rejoindre le premier point et vous voyez du coup un petit rond qui apparaît, voilà, qui signifie que donc Photoshop va fermer la sélection. Commande ou CTRL D. Vous pouvez également fermer le tracé en faisant un commande ou CTRL clic gauche. Donc vous voyez quand j'appuie sur la touche commande ou CTRL, un petit rond apparaît, signifiant que lorsque je clique, hop, il ferme automatiquement le tracé. Vous pouvez bien entendu, comme les autres outils de sélection, en appuyant sur Shift, ajouter des zones à la sélection. Vous voyez qu'il y a un petit plus. Vous pouvez en soustraire en appuyant sur Alt ou Option et vous pouvez en faire l'intersection en maintenant la touche Alt ou Option et Shift. Vous voyez du coup une croix. Donc si par exemple ici je fais cette sélection, il va prendre que l'intersection. Voilà, vous verrez que ça peut être utile dans certains cas. Pour l'instant, on va se contenter donc de la version basique qui va consister à placer nos points. Escape, touche échappe pour réinitialiser l'outil. Alors, chose primordiale pour vos sélections, c'est de le faire à un niveau de zoom élevé. On ne fait pas des sélections en architecture comme ceci, à un niveau de zoom normal. Si je zoome maintenant, là, vous voyez que je suis complètement à côté du bord. Commande ou CTRL D pour désélectionner. Encore une petite chose que je voulais vous montrer sur l'outil lasso, c'est que si par exemple, vous êtes parti dans une mauvaise direction, commande Z ou CTRL Z ne va pas annuler le dernier point. Il faut utiliser la touche de retour en arrière, celle qui est normalement en haut à droite de votre clavier, et du coup, vous pouvez comme ceci revenir en arrière sur les derniers points tracés et repartir, continuer votre sélection. Échappe, on est prêt, donc on va zoomer. Alors, de combien? Eh bien, moi, je vous conseille, dépendant évidemment de la résolution de votre image, de zoomer à 300-400%. Le problème quand on zoome aussi fort dans son image, c'est qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas une visibilité globale de l'image. C'est pour ça que je vous recommande fortement, lorsque vous faites ce type de travail, d'afficher la fenêtre navigation. Alors, chez moi, elle vient de s'afficher sur mon second écran, puisqu'évidemment, c'est l'intérêt de travailler par exemple, avec un second écran, c'est que du coup, votre fenêtre navigation, que vous pouvez bien entendu redimensionner comme bon vous semble, vous voyez en fait dans le cadre rouge où vous êtes dans l'image. Et donc, vous pouvez comme ça vous déplacer en bougeant ce cadre rouge, ce qui est très pratique quand vous êtes en cours de sélection pour voir qu'est-ce qu'il vous reste à faire, etc. Donc, moi, personnellement, je l'affiche donc sur un second écran en très grand, mais si vous n'avez pas de second écran, vous pouvez faire comme je vais le faire ici. Donc, vous pouvez la mettre comme ça en petit pour garder un contrôle visuel sur l'ensemble de l'image. Donc, avec l'outil main, je viens me déplacer. Je prends mon outil lasso polygonal et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, quand vous continuez de zoomer, vous voyez les pixels. Donc les pixels, ce sont ces petits carrés. Ce que je vous conseille fortement pour avoir des sélections précises, c'est de mordre un petit peu dans le bâtiment, en moyenne d'1 pixel. Ça vous évitera qu'on voit encore votre ciel, que l'on voit des liserés plus clairs qui émaneraient du ciel originel. Donc ici, on part en ligne droite, en ligne diagonale plutôt. Voilà, hop. Vous voyez ici le petit carré se déplacer. D'ailleurs, ne paniquez pas si, comme vous venez de le voir, votre lasso part. Voilà, je reprends le droit chemin. Alors ça, c'est la partie la plus embêtante dans le Fine Art, c'est le travail de sélection. Mais il est indispensable si vous voulez avoir vraiment un bon résultat. Donc ici, ce que je vais faire, je vais accélérer la vidéo pour que vous ne vous endormiez pas en me regardant faire. Et j'arrêterai lorsqu'il y a quelque chose de significativement intéressant pour vous. Je vais un petit peu dézoomer et c'est parti. Donc, clic gauche, tirez avec la main en appuyant sur la barre d'espace. Clic gauche, tirez avec la main en appuyant sur la barre d'espace et ainsi de suite. Voilà, ici, je fais bien attention de rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, me voilà arrivé au sommet. Et donc là, je ne vais pas faire la sélection de la face gauche, mais de l'entièreté du bâtiment. En fait, je vous conseille toujours de faire d'abord l'entièreté du bâtiment, ou même si c'est un skyline de plusieurs immeubles, comme c'était le cas dans cette photo, vous faites d'abord l'ensemble du contour. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir d'une part du coup une sélection globale du bâtiment. En l'inversant, vous aurez donc le ciel. Et ensuite, vous pourrez venir utiliser l'outil lasso ou même l'outil plume si vous avez utilisé celui-là en mode par exemple soustraction ou intersection pour ne pas avoir à refaire certains pans de sélection. On continue. Donc maintenant, je vais descendre
vers la droite et continuer comme ceci à faire tout le contour donc du bâtiment. Alors par exemple ici, quand vous avez des petits détails comme ça, en général, si ce n'est pas important au niveau de l'architecture, je préfère l'effacer. Donc je ne le prends pas dans la sélection. Comme vous pouvez le voir, je ne garde que les lignes importantes. Puisque je vous rappelle qu'un des principes de la photographie fine art, c'est justement le minimalisme. Donc on supprime un peu tout ce qui n'apporte rien au sujet. Alors, idem ici dans le même ordre d'idées. Donc, je reviens un point en arrière. Voilà, je vais arrêter juste ici avant. Et vous voyez, je ne m'encombre pas de ces anneaux qui n'apportent rien et vont compliquer la sélection puisque, comme vous pouvez le voir, ils sont circulaires, ce qui m'obligerait à tracer une multitude de points pour suivre le contour. Alors, quand vous arrivez dans le bas de l'image, vous pouvez sortir et tracer un point carrément en dehors. Pourquoi? Tout simplement, je fais commande moins, commande ou contrôle moins pour dézoomer dans l'image pour pouvoir faire le tour directement. Et maintenant, commande ou contrôle clic pour fermer la sélection. Sinon, vous pouviez faire tout le tour hors du cadre et revenir au point d'origine. Ça revient au même. Q pour vérifier maintenant son masque, pour vérifier la sélection, surtout pour vérifier si j'ai rien oublié. Ok, c'est bon. Je rappuie sur Q pour revenir en mode sélection. Et cette sélection, vu qu'elle a pris un certain temps à être créée, on va la sauvegarder. Donc d'abord, en Fine Art, on commence par créer toutes ces sélections et après seulement, on va travailler chaque partie individuellement au niveau luminosité. Donc pour la sauver, vous allez dans Sélection, mémoriser la sélection. Et vous voyez qu'au-dessus de mémoriser la sélection, il y a récupérer la sélection. C'est-à-dire que lorsque l'on en aura besoin, on ira la chercher avec cette commande. Donc, mémoriser la sélection, vous ouvrez cette boîte. On va donc la nommer. Je vous conseille de nommer vos sélections de manière rigoureuse parce que ça vous permettra de les retrouver plus facilement après. Alors ici, évidemment, dans cet exemple, on aura très peu de sélections, mais imaginez dans des bâtiments beaucoup plus complexes, on se retrouve parfois avec 50 ou 60 sélections différentes. Bâtiment complet, voilà, OK. Et donc maintenant, si je la désélectionne, sélection désélectionnée, à tout moment, je peux venir la rechercher, sélection, récupérer la sélection, et vous allez dans couche et vous verrez comme ça toute la liste en fait des sélections que vous aurez créées, d'où l'utilité de les renommer. Évidemment, si vous le désirez, vous pouvez afficher la palette des couches, puisque en fait les sélections sont mémorisées donc dans des couches. Voilà, à vous de voir comment vous préférez travailler. D'ailleurs, pour pouvoir accéder rapidement à ces deux commandes, récupérer la sélection, mémoriser la sélection, on va personnaliser les raccourcis clavier parce que par défaut, il n'y en a pas d'attribué. Donc pour ça, vous allez dans Édition, raccourcis clavier. Et là, on va chercher dans Sélection, récupérer la sélection. Et là, ici, dans la case à droite, vous allez créer un raccourci clavier. Donc il suffit de taper sur votre clavier le raccourci que vous voulez voir assigné. Alors moi, je vais prendre comme raccourci clavier commande Alt Shift R comme récupérer. Alors, il nous dit que ce raccourci est déjà utilisé pour une fonction 3D, mais que je n'utilise pas, donc ça ne me pose pas de souci. Il suffit de cliquer sur Accepter et on va faire pareil. Donc, pour mémoriser, je vais donc faire le même raccourci, mais avec la touche M, cette fois comme mémoriser. Donc, commande Alt Shift M. Il est déjà utilisé par édition, menu, mais voilà, je ne l'utilise pas non plus. Je vous rappelle que sur mon site, j'ai un article qui aborde les raccourcis clavier de Photoshop en détail et vous pouvez même télécharger en cliquant dans l'article ici mes propres raccourcis clavier, donc fichier au format KYS. Si vous ne savez pas comment, je vous invite à lire l'article où la procédure est expliquée en détail. Je valide ces changements par OK. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir dans la barre des menus, qu'il y a des raccourcis clavier assignés à ces deux fonctions. Donc on va les utiliser justement. On va rappeler donc la sélection du bâtiment entier. Donc je vous rappelle, c'est récupérer la sélection. Donc le raccourci commande Alt Shift
R et je vais donc chercher bâtiment complet, mais je vais l'inverser cette fois en cochant la case inversée pour avoir, vous l'avez compris, cette fois la sélection du ciel. Commande Alt-Shift M pour mémoriser la sélection, je la baptise ciel, OK. Commande D, il me faut maintenant une sélection de la partie gauche et droite du bâtiment. Et bien pour ça, on va faire appel à la sélection du bâtiment entier. Commande Alt-Shift R et on va venir chercher bâtiment complet, OK. Et donc maintenant, pour avoir juste une des parties, eh bien il suffit en fait de faire une soustraction de sélection. Donc je vais venir zoomer en appuyant sur Z, je tire vers la droite pour zoomer et donc je vais soustraire toute la partie droite ou gauche, ça n'a pas d'importance, du bâtiment. Attention, vous êtes en mode normal du lasso polygonal et donc si vous cliquez, eh bien vous supprimez la sélection précédente, ce qui n'est pas ce qu'on veut. J'ai appuyé sur la touche échappe pour revenir en arrière. Alors vous pouvez maintenir la touche Alt enfoncé pour soustraire, mais il faut reconnaître que si vous devez faire un long travail comme ceci de soustraction, c'est pas évident de rester avec son doigt appuyé sur la touche. Donc je vous conseille plutôt d'aller activer ici le mode soustraction en haut. Donc vous voyez que vous avez la première case qui est le mode normal, nouvelle sélection, la deuxième ajouter à la sélection et ici le troisième soustraire de la sélection. Et donc maintenant vous voyez le petit moins reste activé sans que je n'ai à maintenir une touche du clavier enfoncé. Donc je vais zoomer, voilà. Et je vais repartir donc d'ici, voilà, et suivre donc la séparation. Alors, si le bâtiment avait été tout droit, tout vertical, j'aurais pu maintenir la touche Shift pour tracer une droite, mais comme vous voyez, c'est un peu en diagonale, donc ça ne fonctionnera pas ce raccourci dans ce cas-ci. Alors, vous voyez d'ailleurs que parfois, il y a des petites dérivations des lignes de la façade. C'est le genre de détail qu'on ne voit pas à moins de zoomer à fond. Voilà, donc l'idée est de diviser le bâtiment en deux. Ouais, on est presque au bout. Voilà, on arrive presque jusqu'au bout. Commande ou contrôle moins. Voilà, et par exemple, donc pour soustraire toute la partie gauche, hop, hop, et je viens, voilà, fermer. Et donc, vous voyez, il ne me reste plus que la partie droite qui est sélectionnée. Donc, on va la mémoriser. Commande 0 pour zoomer. Mémoriser, commande Alt-Shift M, comme mémoriser. Donc, façade droite. Alors, c'est à votre droite, évidemment. OK. Et donc maintenant, pour sélectionner la façade gauche, eh bien, c'est donc la sélection du bâtiment entier moins la façade de droite. Donc, je désélectionne d'abord, commande ou contrôle D. J'appelle la sélection, commande Alt-Shift R pour charger donc bâtiment complet. OK. Auquel maintenant, donc, je vais soustraire la partie droite. Donc, d'abord, je me remets en mode normal, ici en haut à gauche. Nouvelle sélection. Commande Alt-Shift R pour rappeler la sélection. Je vais chercher donc la façade de droite que je veux soustraire. Donc, il faut cocher ici, soustraire. Je valide par OK. Et vous voyez, maintenant, j'ai donc la façade de gauche. Ce qui m'assure en plus d'avoir des bords bien contigus. Parce que si vous essayez de le retracer par-dessus, vous risquez parfois de décaler d'un pixel et ça peut se voir. Donc là, vous êtes certain à 100% en travaillant de cette manière d'avoir des bords qui sont parfaitement contigus. Donc, on va la mémoriser aussi. Commande Alt-Shift M comme mémoriser. Je vous assure, à la fin de la vidéo, vous connaîtrez le raccourci par cœur. Façade gauche. OK, commande D et donc commande Alt-Shift R pour rappeler les sélections, juste pour vérifier. On a bien le bâtiment complet, le ciel, la façade droite et la façade gauche. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer à traiter la photo donc de manière sélective. Donc toujours commencer par le travail de sélection. Maintenant que nous avons toutes nos sélections, nous allons pouvoir passer donc au développement proprement dit. Pour éviter de toucher au calque d'origine, je vais le verrouiller. Donc pour ça, vous allez dans Calque, Nouveau et Nouvel arrière-plan d'après un calque. Voilà. Première étape du développement, ça va être simplement la conversion en noir et blanc. Il existe une multitude de méthodes, sujet que j'aborde en détail dans ma formation en noir et blanc. Mais ici, vu qu'on a une image très plate, ça ne fera pas de grande différence, peu importe la méthode de conversion que l'on choisit. Donc, je vais opter pour une méthode très simple qui consiste à créer un calque de réglage de couleur unie noire que l'on va passer donc en mode de fusion couleur, tout simplement. Je n'ai même pas besoin du masque que je vais supprimer. Voilà. Et je le renomme NB. Je vais le placer d'ailleurs dans son propre dossier en cliquant droit groupe d'après les calques, puisque c'est là d'habitude que je mets tous les calques de vérification, donc le calque qui va convertir l'image en noir et blanc, mais également les courbes de solarisation et tout ça, tous des outils qui permettraient de vérifier les défauts en cours de développement. Mais là, on ne va pas aborder tout ça dans cette vidéo, sinon ce serait trop dense, mais comme ça, vous savez comment je travaille. Donc, groupe, calque d'aide, help, et others. Voilà. Et celui-là, il va rester toujours en haut de la pile de calques.
Voilà. Donc maintenant, on va venir chercher la sélection du ciel. On va commencer donc par assombrir le ciel. Commande Alt-Shift R pour récupérer donc notre sélection du ciel. OK. Et maintenant que celle-ci est active, on va venir créer donc un calque de réglage. Alors, vous pouvez choisir n'importe lequel des calques de réglage, luminosité, niveau, courbe, exposition, en fonction de ce que vous préférez utiliser. Moi, je travaille très souvent avec les courbes, puisqu'on peut y placer des points et donc être plus précis. Mais voilà, ça n'a pas très grande importance lequel vous utilisez. Vous voyez que la sélection s'est transformée en masque. Et donc maintenant, pour assombrir mon ciel, en m'assurant ici que l'outil cible est actif, je viens cliquer, ça place un point sur la courbe et je vais tirer vers le bas jusqu'à obtenir un ciel bien sombre. Attention, ici, vous voyez, ça écrète à un moment toutes les valeurs à du noir. Or, moi, je ne veux pas avoir du noir absolu dans l'image, donc je relève un petit peu, voilà, le point noir. Ici, je l'ai remonté de 10, donc le noir est devenu du 10, ce qui assure en fait que vous avez pas un noir totalement noir. Alors, on peut baisser évidemment les tons les plus clairs en baissant ici la luminosité des tons clairs. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, les courbes, en fait, permettent de faire des réglages comme ça, très précis. C'est pour ça que, personnellement, je préfère cet outil, mais libre à vous d'utiliser celui que vous préférez. Donc, comme bonne pratique, on va le renommer, donc ciel, moins, pour dire que j'assombris. Je vais regrouper également ce calque ciel dans un dossier, parce qu'il va y avoir d'autres choses ensuite dans le ciel, des faux nuages, etc. Autant regrouper toutes les parties de l'image dans des dossiers. Donc, on a le ciel, on a la façade gauche et la façade droite. Voilà, ciel. Maintenant, je vais par exemple obscurcir la façade gauche. Donc, je vais venir chercher la sélection de la façade gauche. Commande Alt-Shift R, sélection de la façade gauche. OK. Je crée une courbe. Et donc, pour assombrir, je vais simplement baisser le curseur des tons clairs. Alors, je ne sais pas encore jusqu'où. Pour le moment, je fais un premier jet. L'avantage des calques de réglage, comme leur nom l'indique, c'est que vous pouvez revenir dessus. Voilà, façade gauche, FG, moins. Et ensuite, façade droite, je vais l'éclairer plus fort. Commande Alt-Shift R. Je viens chercher la façade droite. OK. Vous voyez la sélection active. On vient créer une courbe. Voilà. Et donc là, c'est l'inverse. Au lieu d'abaisser le point blanc, on va aller dans l'autre sens. Voilà. Alors, jusqu'où? Vous voyez que vous avez de la marge, puisque ici, toute la moitié droite de l'histogramme ne possède pas d'informations. Donc voilà jusqu'ici. Évidemment, je ne veux pas que ça s'applique de cette manière aussi brutale de part et d'autre. Donc on va ensuite utiliser des dégradés pour restreindre l'action de ces deux réglages. Mais vous voyez qu'en deux réglages, donc je vais d'abord le renommer F droite ++, on va les regrouper dans leur propre dossier. Commande G, après l'avoir sélectionné, donc façade gauche, et le suivant, commande G, façade droite, FD. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez encore regrouper ces deux dossiers, commande ou CTRL-G, dans un dossier bâtiment, si vous voulez être bien organisé. Alors, le bâtiment, je vais lui donner une autre couleur de calque, par exemple, orange. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qui vous permet d'être bien structuré et de vous y retrouver plus facilement. Alors, à ce stade-là, si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui est mon cas ici, il vaudrait mieux enregistrer votre travail. Parce que Photoshop, bien que dans les préférences, on peut paramétrer une sauvegarde automatique tous les X minutes, ce serait quand même bête de devoir refaire toute une partie de notre travail. Donc, commande ou CTRL S, et voilà, vous voyez qu'il l'enregistre donc ici en TIFF, puisque c'est ce que j'ai paramétré dans mes préférences. Donc là, avec trois réglages, un assombrissement du ciel, l'éclaircissement de la façade droite et l'assombrissement de la façade gauche, vous avez déjà créé votre base de votre fine art. Fait un avant, après, vous voyez déjà que la lumière prend forme. Maintenant, évidemment, la plat comme ça, tout blanc, c'est pas idéal, et c'est là donc que va venir maintenant l'utilisation des dégradés pour créer des transitions plus subtiles. Donc, on va revenir sur notre façade de droite d'abord, parce que je la trouve trop claire. Donc, idéalement, ce que je voudrais, c'est la voir claire juste ici dans la partie centrale. Donc, on va revenir sur le masque. En faisant un alt-clic, c'est normal que vous voyez tout blanc, tout clair, puisque tout est en blanc dans le masque. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir créer un dégradé sur le masque qui va donc laisser passer l'information que dans les zones blanches. Donc, pour ça, on va prendre le dégradé. Dans basique, vous prenez le dégradé de noir vers transparent, puisqu'ici, on va cacher le réglage dans une partie. Donc, on veut le cacher dans cette partie-ci. Je vous montre, si je tire, voilà, vous voyez, à chaque fois, le dégradé va venir s'additionner et donc cacher le réglage dans une partie. Évidemment, il vaut mieux travailler en visuel. Donc, vous vous mettez bien sur le masque et maintenant, avec votre dégradé actif, vérifiez bien tous les paramètres en haut, vous êtes bien en mode normal, que c'est bien le dégradé linéaire. On va tirer comme ceci, voilà, des dégradés. Voilà, vous sculptez là où vous voulez que la lumière impacte votre bâtiment.
Alors, si vous n'êtes pas content du résultat, vous faites commande ou CTRL Z chaque fois pour revenir en arrière jusqu'à trouver l'angle qui vous convient le mieux. Voilà, là, ça me semble pas mal. On peut l'accentuer en retirant encore chaque fois. Donc, chaque fois, vous pouvez retirer comme ça un dégradé par-dessus l'autre. Et donc, au fur et à mesure, votre masque s'assombrit. OK, c'est un peu par là. Là, c'est déjà un petit peu mieux. On va faire la même chose pour la façade gauche maintenant. Donc, la façade gauche, je voudrais qu'ici, à gauche, elle soit encore plus sombre. Alors, ce que vous pouvez faire, puisque ici, moi, je suis assez content de ce réglage global, vous n'êtes pas obligé de tout faire sur le même calque de courbe. Donc, ça a même de l'intérêt de le faire sur plusieurs calques pour avoir plus de contrôle ensuite sur les différents éclairages. Parce que sinon, si vous placez 15 points comme ça ici sur la courbe, après, ça va être un peu délicat à manipuler. Je vais recharger la sélection. Alors, vous pouvez aller la chercher dans sélection, récupérer la sélection, ou comme le masque est déjà présent ici, il suffit de faire un commande ou contrôle-clic sur la couche qui présente le masque et ça va recharger le masque en sélection, puisque la sélection est identique au masque qui a été créé. Je recrée donc une courbe par-dessus la première, et là, je vais aller plus loin dans l'assombrissement, tout en surveillant que ça ne devienne pas tout à fait noir. Voilà, d'ailleurs, je peux toujours relever légèrement, et ça, c'est ce que je vous conseille vraiment de faire, de ressortir chaque fois le point 0. D'ailleurs, je vais actualiser l'histogramme de luminosité, évidemment, et là, vous voyez qu'on est bon. Donc, je vous montre l'action de ce calque. Vous voyez, il a assombri tout, mais je veux que l'assombrissement ici soit un peu moins prononcé dans la partie proche de l'arête. Eh bien, idem, on va sur le masque, on prend le dégradé G, et donc je ne veux pas que le réglage que je viens de faire soit visible dans la partie centrale ici de la façade gauche. Alors ici, je vais tirer de manière perpendiculaire, donc je maintiens Shift, voilà, un peu plus loin, et voilà l'effet que je voulais obtenir. Donc je vous montre avant, après. Alors sans ça, tout est uniforme, mais là, vous créez de la présence un petit peu dans le bâtiment. Donc voilà comment vous ajoutez de la présence, de la profondeur en fait à vos éclairages en utilisant les dégradés. Alors maintenant, le ciel se fond un peu trop dans le bâtiment. Vous voyez ici à gauche, on ne voit plus trop la différence. Donc je vais réintervenir sur le ciel. Je vais simplement créer un dégradé par-dessus. On vient dans le dossier ciel et on va créer un dégradé par-dessus le premier réglage. Alors, on veut que ce dégradé ne s'applique évidemment qu'au ciel. Donc, plutôt que de chaque fois recréer un masque du ciel, ce qu'on peut faire, c'est mettre le masque global du ciel sur le dossier. Donc, pour ça, il suffit de le glisser et venir, voilà, le placer sur le dossier. Donc, maintenant, tout ce qui est contenu dans le dossier ciel sera évidemment limité au blanc qui est dans le masque, qui est donc le ciel. On va créer un fond en dégradé, voilà, ici, deuxième option, dégradé. Alors, je clique sur le dégradé pour l'éditer et le but, c'est d'avoir quelque chose de plus gris. Donc, on va venir choisir, par exemple, une luminosité à 50%, donc un gris 128. Je vois déjà le résultat ici qui me plaît, donc de gris à transparent. Donc ici, on voit que c'est de gris à noir, mais en fait, le petit curseur du dessus vous permet donc de définir l'opacité de la deuxième couleur. OK. Et donc, on voit que c'est un dégradé qui a été tiré donc à 90 degrés. OK. Et je vais baisser son opacité. Là, je le trouve trop fort. Voilà, quelque chose dans ces environs-là. Le but est de détacher ici l'arête. Voilà, c'est ça. On peut toujours le remonter un peu plus haut. Pour ça, vous cliquez 2 fois sur l'icône du dégradé. Vous placez votre flèche dans l'image. Et vous voyez que vous pouvez, comme ceci, le descendre ou remonter. Donc ici, voilà, c'est ce que je voulais ici, que ça aide à mieux détacher l'arête gauche du bâtiment. C'est peut-être un peu trop, mais je vais baisser un peu plus l'opacité. Voilà, quelque chose comme ça, 20%, me semble pas mal. Commande ou CTRL S pour enregistrer notre travail. Alors, quelque chose que je n'aime pas du tout dans la façade droite, c'est le reflet ici en bas. Donc, c'est le reflet d'un autre bâtiment, en fait, puisque c'est une structure métallique. Donc, on va essayer de aplanir un peu tout ça. Donc, face droite. Donc, je vais créer une nouvelle courbe. Je vais d'abord limiter l'action de tout ce que je vais faire à la façade droite. Donc, pour ça, je vais appliquer un masque global au dossier. Donc, sélection, on l'appelle. Commande Alt-Shift R, donc façade droite, OK, et donc je crée un masque sur base de cette sélection, mais donc qui s'applique au dossier. C'est juste pour éviter que ce que je vais faire maintenant dans le dossier s'applique en dehors. Donc je vais créer une courbe. Voilà, je m'assure que la cible ici est sélectionnée. Je viens placer un premier point ici et un second dans la zone qui est juste autour. Et maintenant, je vais abaisser donc ce second point de manière à ce qu'il matche le plus possible, voilà, au reflet. Alors maintenant, je peux remonter légèrement le reflet et comme vous pouvez le voir, avant, après, vous voyez que maintenant, on ne voit plus cette différence.
Mais évidemment, vous voyez, ça s'applique partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est le masquer. Commande ou contrôle I sur le masque et l'appliquer donc dans le bas. G pour activer le dégradé. De blanc vers transparent. Voilà. Et donc, comme ceci. Voilà, de manière un peu plus graduelle. Je vais assombrir également cette zone. Par-dessus, je vais encore créer une autre courbe parce que je la trouve trop grise. Et donc là, simplement, je vais prendre les tons moyens. Voilà. Et venir comme ceci, assombrir l'ensemble. Je peux éventuellement redéboucher très légèrement les noirs. Ok, ça me semble pas mal du tout là. Avant, après. Alors, peut-être que l'autre face maintenant est un peu trop claire à mon goût. Donc, je vais retourner sur les deux calques. Donc, c'est celui-ci. Je vais peut-être abaisser. Voilà. Vous voyez comment c'est flexible. Vous pouvez toujours, à tout moment, revenir sur vos réglages. On va décoller le point noir légèrement. Voilà. Pour s'assurer de maintenir toujours un petit écart entre le 0 et les valeurs les plus sombres de gris. Ok, là c'est pas mal au niveau direction de la lumière. Commande ou contrôle S. Alors c'est le moment d'un petit peu renommer ces calques pour s'y retrouver. Donc ici, voilà, c'est de l'assombrissement. Et ici, donc, ça c'est l'égalisation du reflet, suivi donc de la partie basse, assombrissement. Voilà. J'aimerais ajouter vraiment une pointe de lumière parce que comme vous pouvez le voir dans l'histogramme, si je me mets en histogramme luminosité, j'actualise en cliquant ici, vous voyez qu'on a très peu d'informations dans les tons clairs et donc je voudrais avoir un espèce d'éclat blanc pour attirer le regard. Donc pour ça, on va créer à nouveau une courbe globale. Donc là, évidemment, ça me cache un peu la visibilité, donc je bouge mon image sur la droite et je prends le curseur ici que je tire comme ceci vers la gauche. Voilà. Donc, à un moment, on crame les tons. Hein. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche Alt ou Option en bougeant la courbe. Du coup, vous voyez les zones qui sont cramées apparaître en blanc et donc ajuster. Voilà. Évidemment, je vais masquer ça partout. Commande ou contrôle I. Et je vais l'appliquer juste à un petit endroit ici. Donc, pour ça, je vais prendre le dégradé donc, de blanc vers transparent puisque tout est masqué. Et je vais prendre le dégradé radial et tirer comme ça, voilà, un petit peu sur la pointe. Avant, après. Vous voyez, c'est assez subtil. On peut l'agrandir un peu plus. C'est vraiment pour attirer le regard vers la pointe. Je peux en tirer plusieurs. Si maintenant je veux attirer l'attention avec celui-là, donc j'attire l'attention vers la pointe du bâtiment, pointe plus plus. Actualisons l'histogramme et comme vous voyez, ça monte presque, ce qui veut bien dire qu'on a du blanc. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter des faux nuages dans le ciel. Je vais verrouiller mon calque ici, mon dossier de noir et blanc pour éviter qu'il ne bouge par accident. Et donc, pour créer des faux nuages, on va se mettre dans le dossier ciel. On va créer un nouveau calque vide, commande Alt-Shift-N, CTRL Alt-Shift-N comme Nadine, qu'on va remplir de noir. Commande CTRL Backspace, puisque le noir, pour remplir le fond de noir. On va le nommer nuage et on va le transformer en objet dynamique afin de pouvoir revenir sur les réglages que l'on va appliquer dessus. L'objet dynamique va me permettre de revenir sur les réglages. Je vais vous montrer. En cliquant 2 fois dessus, ça va ouvrir donc son contenu dans un autre onglet. Je débloque l'onglet, comme ça vous verrez les modifications en temps réel dans l'image. Alors, on va créer comme ça des nuages avec le pinceau. Donc pour ça, on prend le pinceau blanc. OK, opacité 100%, oui. Et on va aller dans les paramètres du pinceau. Donc, vous allez dans Fenêtre, paramètres de pinceau. Et là, on va faire quelques petites modifications. Donc, en premier, on va aller modifier donc la dynamique de la forme et on va cocher donc par défaut, c'est désactivé. On va mettre fondu. À moins que vous avez un stylet, alors on met pression de la plume. Mais je vais partir du principe que vous n'en avez pas. Donc, je mets fondu et j'ai mis 250 ici. On va cocher transfert et également donc appliquer fondu. Vous voyez que du coup maintenant vous avez comme ça des espèces de ronds mais qui ont des tailles et des opacités différentes. Et on va modifier le pas. Donc le pas c'est l'écartement entre les différents coups de pinceau de manière à séparer les ronds. Voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant chaque fois que je vais cliquer avec mon outil pinceau, ça va me faire un rond plus grand ou plus petit et plus ou moins transparent. Hop, je vous montre. Alors j'adapte la taille du pinceau. Et je vais faire quelques clics comme ceci, voilà, un peu partout dans l'image. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique, ça ne me fait pas le même résultat. C'est pour avoir un résultat plus organique et moins artificiel. Voilà. Alors pour l'instant, vous ne voyez rien dans l'image parente, celle qui contient l'objet dynamique, puisqu'il faut d'abord sauver cet objet dynamique. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite astérisque en haut à droite du nom du fichier, nuage PSB. Et cet astérisque signifie que le fichier n'est pas encore sauvé. Donc, commande ou contrôle S.
Et là, du coup, vous allez voir maintenant mes petits ronds apparaître dans le fichier original. Voilà. Mais bon, j'aimerais retravailler un petit peu mon pinceau avant de créer les nuages. Donc, je vais tout remplir de noir. Commande A et commande ou contrôle backspace, touche de retour en français, pour remplir de noir, le noir étant ma couleur d'arrière-plan. J'enregistre, voilà. Et donc pourquoi j'ai créé en fait un calque noir, c'est simplement pour visualiser mon pinceau. Donc idéalement d'ailleurs, je devrais peindre sur un calque vide pour ensuite pouvoir désactiver le calque noir. Parce que si je fais mes coups de pinceau comme ceci sur un calque transparent, comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas grand-chose. C'est pour ça que le calque noir prend toute son importance. Comme je le disais, je vais d'abord encore paramétrer un petit peu plus le pinceau. F5 pour appeler les paramètres de pinceau ou fenêtre paramètres de pinceau. C'est pareil. Ce que j'aimerais en fait, c'est leur donner déjà un certain angle puisque je vais essayer de suivre un petit peu la diagonale ici du bâtiment gauche donc pour créer un rappel de ligne. Donc ce que je vais faire, je vais tourner la flèche ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez influer sur l'angle de votre coup de pinceau. Évidemment, s'il est circulaire, ça ne me fait strictement aucune différence, mais par contre, donc, on va l'aplatir. Donc, vous pouvez tirer ici les poignées. Et donc, vous voyez ici, ça vous fait une prévisualisation de ce que vous allez obtenir comme résultat. Je vais augmenter encore un peu le pas, voilà, quelque chose comme ça. On va déjà faire un petit essai. Donc là, je vais réduire un peu la taille du pinceau. Voilà, vous voyez, je crée comme ça plein de points, j'agrandis un petit peu. On va déjà faire un essai, donc on va enregistrer, donc commande CTRL S, et donc vous voyez l'effet se répercuter ici dans l'image originale. Alors, ce qu'il faut faire évidemment, c'est travailler sur un calque vide dans l'objet dynamique, parce que sinon, en fait, comme vous le voyez, mais le fond noir est également apparent. En fait, le fond noir ici, il me sert simplement à prévisualiser mes coups de pinceau. Parce que, regardez, si je crée un calque vide, commande Alt Shift N et que je désactive mon fond noir, eh bien, je ne vois pas en fait ce que je fais, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un fond noir, mais idéalement, vous devez peindre sur le calque vide. Comme ça, en fait, on ne verra que les nuages dans votre fichier original. On ne verra pas le fond noir. Je vais effacer ce que je viens de faire et re-remplir le fond ici de noir. Voilà. Et donc, maintenant, je reviens sur mon calque vide cette fois et on va venir comme ceci. Voilà, placer un petit peu des coups de pinceau partout. Je vais en faire quelques-uns plus grands. Voilà. Et on va faire un commande ou CTRL S. Vous allez voir que ça va se répercuter dans le fichier original. OK. Évidemment, je ne veux pas le fond noir, donc je redésactive la visibilité. Je ne l'efface pas, comme ça, si j'ai besoin de réintervenir sur mes coups de pinceau, il est déjà là. Commande ou CTRL S pour sauver donc l'objet dynamique qui va se mettre à jour. Ici, vous allez voir, voilà, maintenant, coup de pinceau, mais sur le ciel de la photo originale. Donc là, je retourne sur ma photo originale et je vais appliquer donc un filtre de flou à ces traits de pinceau. Donc on va essayer qu'un flou directionnel, c'est souvent celui qui fonctionne bien. Étant sur un objet dynamique, on pourra revenir sur les réglages, puisque je vous rappelle que tout filtre appliqué sur un objet dynamique devient ce qu'on appelle un filtre dynamique. Et voilà, là, vous voyez, c'est pas mal comme résultat. Je valide par OK et je vais le déplacer. Commande CTRL T. Voilà. Alors, quand vous faites une transformation d'un objet dynamique, il vous prévient qu'en fait, il n'est pas capable de vous prévisualiser l'effet des filtres en même temps que la transformation. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, si ça vous dérange, il faudra pixeliser le calque, mais alors vous ne pouvez plus retourner, modifier les coups de pinceau. Donc, ça, c'est un choix. Bon, ici, je fais le choix d'estimer comment ça va se reproduire. Et voilà, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. OK. Donc, c'est pas mal. Alors, c'est peut-être un peu fort, un petit peu violent. Donc, on va baisser l'opacité. Voilà, il ne faut pas que le ciel, en fait, prenne le pas sur le bâtiment. C'est la star de la composition, c'est le bâtiment, pas le ciel. Je vais essayer de trouver quelque chose dans ces eaux-là. Et je peux éventuellement le transformer. Commande ou CTRL T. En perspective, par exemple. Donc, clic droit, perspective. Et je vais donc rendre l'origine un peu plus étroite et la fin plus large, comme un flou radial en quelque sorte que j'aurais pu créer évidemment aussi. Non, finalement, c'est moins bien. Je vais réappliquer un second flou directionnel parce qu'en fait, vous pouvez comme ceci, voilà, superposer plusieurs flous au même calque. Vous voyez qu'ils viennent s'empiler les uns au-dessus des autres. OK. Et pourquoi pas un filtre flou radial pour faire partir tout ça un petit peu en éventail. Voilà. Donc normalement il est au centre, oui, c'est pas mal de positionner le point d'origine dans le coin inférieur gauche, comme ça va partir vraiment en éventail, OK, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est
très diffus, mais on peut toujours fondre l'effet du dernier fil qu'on vient d'appliquer. Donc pour ça, il suffit de cliquer ici à droite, vous voyez, cliquer 2 fois sur cette double flèche. Elle est toute petite, hein, il faut vraiment la voir. Et ça va appeler donc la fenêtre qui vous permet par exemple de baisser l'opacité de cet effet. Donc ici, voilà, vous voyez l'avantage, c'est que vous avez le rendu en temps réel. Voilà, évidemment, il faut avoir coché la case aperçue, mais par défaut, elle l'est, je pense. Donc voilà, donc on peut diminuer l'effet. On va augmenter un petit peu la luminosité en changeant de mode de fusion. Chose que vous pouvez faire également dans cette boîte. On va passer par exemple en superposition, quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, évidemment, on peut toujours appliquer un masque ici et venir masquer certaines zones de l'objet dynamique. Donc, pour ça, je prends du noir. Je vous rappelle que j'ai mon pinceau toujours en mode ellipse, là, que j'ai paramétré en faisant F5. Hein, et je peux, comme ceci, voilà, par exemple, affiner. On va baisser un peu l'opacité du pinceau, voilà. Voilà, vous voyez qu'en fait, vous pouvez, comme ceci, donc sculpter un petit peu votre nuage filé comme vous le voulez. Je prends un dégradé noir, vert transparent, et je pense que je vais fondre la fin un peu moins. Je tire en dehors de l'image. Voilà, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas, voilà, rendre le truc un peu plus discret encore. On va le déplacer aussi. Voilà. Alors attention, quand vous le déplacez, vous voyez que le masque se déplace avec, donc il faut décocher la case, la chaîne entre les deux. Voilà, et donc là, je peux déplacer comme ceci, juste le nuage au sein du masque, ce qui va créer des effets différents. Ici, je recherche en fait quelque chose de plus léger, plus subtil que des gros faisceaux de filet. Voilà, quelque chose comme ça. Avant, après, me plaît mieux. Donc vous voyez, je vous ai montré un peu toutes sortes de techniques pour créer vos nuages. Il existe beaucoup d'autres techniques pour créer des nuages. Ici, dans ce tuto, je n'aborderai que celle-ci, puisque sinon on est reparti pour 1 heure. Mais il y a plein de techniques. Ça, c'est une des techniques que j'utilise de temps à autre. Je peux créer des effets sympas, mais il faut un peu chipoter avec les flous directionnels, flou radial et les paramètres du pinceau pour obtenir un résultat un peu réaliste. Enfin, même si dans le fine art, on n'essaye pas d'obtenir des choses réalistes, mais je veux dire un côté plus organique au filet qui fait un peu donc moins artificiel. Voilà, donc ça c'est pour nos nuages. Alors comme on a passé pas mal de temps à paramétrer son pinceau, ça peut être intéressant donc de l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser pour d'autres photos. Ici, vous allez en haut dans le menu Sandwich, les lignes horizontales superposées, et vous allez cliquer sur Nouveau pinceau prédéfini. Voilà, et on va le renommer donc Nuage Pose longue. Alors, l'épaisseur n'a pas d'importance. Par contre, il faut bien inclure les paramètres d'outils. Sinon, évidemment, vous devez tout reparamétrer. OK. Voilà ce qui vous permettra donc de le retrouver ici dans la liste. Alors ici, vous voyez des numéros, mais si vous affichez les pinceaux ici, vous pouvez d'ailleurs faire une recherche dans la fenêtre. On va mettre pause longue, voilà. J'ai fait l'opération 2 fois, c'est pour ça que vous le voyez 2 fois. Je vais en jeter un, donc à la poubelle. Voilà, vous pouvez à tout moment donc retrouver ce pinceau dans votre librairie de pinceaux. Donc maintenant, je vais revenir sur mon pinceau générique. Voilà, comme vous voyez, c'est le pinceau habituel. Et si maintenant, je veux revenir sur celui de pause longue, il me suffit de taper dans ma recherche, voilà, et je le retrouve avec, comme vous pouvez le voir, donc tous les paramètres qu'on a déjà prédéfinis auparavant. Maintenant, j'aimerais passer à la finition de cette image, donc je vais assombrir le fond, le bas donc du bâtiment, mais également du ciel. Donc ici, je vais travailler de manière plus globale au-dessus donc des deux dossiers bâtiment et ciel pour impacter toute l'image. On va créer une cour. Je déplace mon image pour la voir dans sa globalité. Et donc, je vais assombrir cette partie-là. Voilà, quelque chose comme ça me plaît déjà beaucoup mieux. Alors maintenant, je vais masquer l'effet complètement. Donc là, j'ai un masque blanc. Je fais commande ou CTRL I comme Icar pour avoir un masque noir. Et je prends le dégradé G de blanc vers transparent pour appliquer donc l'effet là où j'ai envie de l'appliquer. Alors, il ne s'est pas appliqué parce que je suis en noir. Voilà, je me remets en blanc. Et voilà donc une sorte de vignettage. Voilà, par exemple ici. Ce qu'on peut faire, c'est tirer le dégradé en dehors de l'image pour qu'on ait la zone de progressivité plus faible. Voilà, je trouve que ça donne un meilleur résultat.
Ok, ça c'est pas mal. On peut assombrir un peu le haut. On va voir ce que ça donne. Sinon, je vignetterai éventuellement. Ouais, c'est pas mal. Idem, je tire en dehors de l'image et je vais tirer un peu en diagonale comme ceci. Voilà. Le but, c'est vraiment de laisser ici la partie centrale bien lumineuse. Donc, comme vous pouvez le voir dans le masque, on protège vraiment les tons clairs. D'ailleurs, on peut encore venir avec la comparaison sur gris. Donc, j'ai cliqué 2 fois à droite d'une zone vide du calque et donc tirer le curseur du calque du dessous. Donc, il va faire réapparaître en fait les tons les plus clairs. Donc ici, honnêtement, ça ne fait pas une très grande différence. Voilà. Donc, je peux aller chercher jusqu'ici. Alors, voilà, ici, et diviser le curseur en deux pour avoir un résultat plus progressif. Alors, on va voir l'aperçu. Voilà, c'est très subtil, ça se situe ici au niveau donc de l'éclairage sur la façade, mais le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Ok, voilà, donc ça, on va l'appeler vignettage. Alors peut-être ici à gauche, je le trouve un peu trop sombre. Donc ce que je peux faire, je reprends le dégradé en noir, puisque je dois remasquer certaines parties. Voilà, vous voyez, du noir s'ajoute dans le masque ici. Ok, comme ça n'assombrit pas trop tout de même la partie gauche. Voilà qui est pas mal. Et je vais quand même appliquer un vignettage plutôt circulaire, donc sous forme d'ellipse, à l'ensemble de l'image. Donc pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Très simplement, c'est créer un calque de niveau que je passe en mode produit. Donc comme vous pouvez le voir, ça a un impact très fort. Je vais réduire l'opacité à 20-30%, voilà. Donc en fait, quand vous passez en mode produit, ça va n'impacter que les tons sombres. Je n'ai pas besoin du coup de protéger les tons clairs comme j'ai dû le faire précédemment. Donc là, ouais, c'est pas mal, je pense. Et je vais dégager une ellipse au milieu pour ne pas impacter le milieu de l'image. Donc pour ça, je prends l'outil ellipse, par exemple, ici. Voilà, M. Je vais tirer en partant du centre. Donc je maintiens Alt enfoncé pour que l'ellipse parte bien du centre. Ok, après je peux la déplacer comme ceci. Et je vais remplir donc cette ellipse de noir dans mon masque, bien entendu. Donc ici, le noir, c'est la couleur d'avant-plan. Donc je fais Alt ou Option, touche de retour en arrière, Backspace. Voilà, vous voyez, du coup, vous avez un joli cadre noir. Si je désactive la sélection, vous voyez les marques. Mais si maintenant, je viens ajouter donc un contour progressif à cette ellipse dans le masque, vous allez voir que ça se fond complètement à partir d'un certain niveau de contour progressif. Voilà, regardez, avant, après. Ça vous permet de créer un vignettage qui est très subtil et que vous pouvez redimensionner comme vous voulez, contrairement au curseur vignettage, par exemple, dans Lightroom ou Camera Raw. Je vais créer dans mon calque de Help Layers un calque de seuil, calque de réglage de seuil, en fait simplement pour voir comment évolue la lumière dans mon image. Donc je vais déplacer la fenêtre propriété, comme ça vous voyez bien. Par défaut, là maintenant vous voyez du blanc. Le curseur est tout à fait à gauche et dès que je vais aller vers la droite, voilà. On va voir comment évolue, ici c'est les ombres, puisque je pars de gauche à droite, mais si je fais l'inverse, je pars du noir et je vais voir où apparaît la lumière en premier dans l'image. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est bien sur la crête du bâtiment, sur l'arête, et puis progressivement, voilà, on voit la lumière remplir l'image, le nuage, vous voyez que le nuage apparaît ensuite, et puis le reste du ciel, le bas du bâtiment restant plus dans l'ombre. Donc ça vous permet de comprendre comment fonctionne la lumière dans votre image. Il faut savoir que la luminosité, c'est aussi une question de perception et parfois on ne s'aperçoit pas que dans notre image, il y a une zone qui est lumineuse et qui attire le regard. Eh bien, en procédant comme ça avec le calque-seuil, il peut montrer que deux choses, le blanc ou le noir. Il n'y a pas de gris. Et donc forcément, vous allez voir comment évolue donc la lumière dans votre image. Ou au contraire, si vous partez de gauche à droite, les ombres. Donc c'est très utile pour contrôler un petit peu votre image. D'ailleurs, si ici on voit qu'il n'y a rien de blanc dans l'image, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas de pur blanc dans mon image. Je suis à 253, 254. Vous voyez, à 255, il n'y a rien. Et idem, si je me mets de l'autre côté, je vais me mettre à 0. Voilà, il n'y a rien. Je suis à 2, il n'y a toujours rien, etc. Donc ça vous permet aussi, si vous le désirez, de créer un point vraiment noir et vraiment blanc dans votre image. Eh bien, tout simplement, en créant par exemple un calque de niveau, vous maintenez Alt enfoncé et vous tirez jusqu'à ce que vous voyez du blanc apparaître dans l'image pour le curseur blanc. Et idem à gauche, vous prenez le curseur de gauche, c'est ce qu'on appelle le point noir, et vous le tirez jusqu'à ce que quelque chose apparaisse dans l'image, voilà, comme à l'instant. Et donc là, vous avez un peu plus contrasté l'image si c'est ce que vous désirez. Vous voyez, avant, après.
Mais l'avantage de travailler de cette manière sans avoir tout de suite bouché ou surexposé certaines zones, c'est que vous avez encore cette latitude. Si vous le faites dès le début du traitement ou au milieu, vous êtes un peu coincé dans la redistribution de la lumière. Donc voilà pourquoi c'est important de vous laisser une certaine latitude de manœuvre au niveau des valeurs extrêmes donc de l'histogramme. Je vais enregistrer mon fichier. Arrivé à ce stade du développement photo, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une pause. Comme je l'enseigne d'ailleurs dans la formation Fine Art noir et blanc, je travaille en 3 phases. Ici, on ne va pas le faire parce que sinon on prendrait 3 jours, où il y a à chaque fois une réobservation de la photo à intervalle de 24 heures pour ensuite peaufiner. Parce que vous verrez que si vous revenez 24 heures plus tard, vous aurez un autre regard sur la photo et vous verrez des choses qui ne vous ont pas marqué la première fois. Alors, je vais regrouper donc les derniers ajustements globaux dans un dossier, commande ou contrôle G comme Grégoire, ajustements finaux, même si c'est jamais vraiment final, il y a un moment où vous devez dire bon, j'arrête pour le moment. Donc je vais les mettre en vert. Voilà. Alors l'avantage d'avoir travaillé de cette manière, c'est ce qu'on appelle de manière non destructive, c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur quasi toutes les étapes du développement. Puisque vous l'aurez remarqué, je n'ai à aucun moment créé de copie fusionnée qui vient donc se superposer au-dessus de tout et qui empêche donc le maintien d'un travail non destructif. Donc imaginons par exemple maintenant je me rends compte, tiens ici en bas j'aimerais que ce soit plus sombre au niveau du ciel. Eh bien je vais sur ciel. Voilà, je viens chercher le fond en dégradé, puisque c'est lui qui crée donc ce dégradé de gris foncé vert clair, et je vais le masquer dans la partie basse. G, pour avoir un dégradé noir, je dézoome, je tire mon dégradé, ici je remets l'opacité à 100%, voilà. Si par exemple je veux carrément limiter son action et ne plus révéler que le bâtiment. Voilà, ça peut être un choix artistique, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire ici, mais c'est pour vous montrer que c'est tout à fait faisable. Donc ici, je pense qu'un léger assombrissement conviendrait bien, voilà. Là, par exemple, ce que je vais faire, justement, c'est réduire l'opacité du dégradé. Hop, voilà. Si je veux rendre, par exemple, les nuages plus présents, eh bien, je viens sur le calque nuage et vous voyez qu'il a une opacité de 59. Je peux, comme ceci, les rendre plus clairs. Alors, si ce n'est pas assez fort, il me suffit de dupliquer le calque, commande ou CTRL-J, et vous voyez que du coup, l'effet est beaucoup plus prononcé. C'est très flexible comme traitement et donc, vous pouvez, comme ça, facilement revenir sur vos réglages. Donc, on va faire un petit avant-après. Donc, on est parti de là. Alors, dans l'ordre, j'ai d'abord travaillé sur le ciel, je vous rappelle. Donc, on est parti de là. On a fait la conversion en noir et blanc. On a fait toutes les sélections que vous pouvez retrouver ici, donc dans récupérer la sélection. On a créé donc le bâtiment complet. Le ciel en inversant la sélection du bâtiment complet et ensuite la façade droite et gauche de ce bâtiment. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est créer toutes vos sélections. Ensuite, j'ai commencé à assombrir le ciel. J'ai ajouté un fond en dégradé. Je ne me suis pas occupé des nuages tout de suite. Je suis intervenu sur le bâtiment ensuite, face par face. Donc j'ai d'abord assombri la face gauche, donc de manière plus ou moins prononcée, avec une accentuation ensuite dans une deuxième phase. Et ensuite, je me suis attaqué à la face droite, où là, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai travaillé de manière progressive. Donc d'abord éclaircir la pointe à l'aide d'un dégradé, puis assombrir le bas. Ici, le but était d'égaliser le reflet. Donc j'ai travaillé ça avec une courbe qui permet de cibler vraiment cette zone en travaillant donc avec les points cibles qu'on peut activer en cliquant ici. Un assombrissement et un éclaircissement radial du haut de la pointe. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté des nuages pour créer un peu de dynamisme à la compo. Et ensuite, les ajustements finaux du vignettage et une augmentation du contraste. Évidemment, vous pouvez toujours baisser l'opacité des réglages globaux puisque vous avez mis tout ça dans un dossier, ce qui vous permet aussi d'intervenir directement au niveau du dossier. Donc, un petit avant-après global, avant-après. Alors, par curiosité, je vais vous montrer le même traitement que j'avais réalisé avant de faire la vidéo pour tester. Voilà donc la version que j'avais réalisée la semaine dernière. Je vois que le ciel était plus présent. Donc, on va mettre les deux en comparaison. Mais voilà, vous voyez la différence. Vous voyez que finalement, je ne suis pas si éloigné que ça de la vision que j'avais de la scène. Donc oui, il y a quelques petites différences, mais globalement, j'ai réussi à reproduire le style recherché. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire laquelle vous préférez. De toute manière, vous avez vu les techniques pour arriver à produire ce genre de résultat même.
Si ce type de traitement fine art vous a donné envie d'aller plus loin, sachez que je propose une formation de plus de 8 heures sur ce sujet où évidemment je vais beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ici. Elle se trouve sur mon site dans l'onglet formation courte. Elle sera bientôt disponible ou elle est déjà disponible en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. En voici donc le plan de formation où, comme vous pouvez le voir, on va parler de la vision, des méthodes de conversion noir et blanc, toutes les méthodes de sélection, non pas seulement au lasso mais également avec la plume et les masses de tracés vectoriels, comment créer de la présence dans son image, le tout agrémenté de 3 exemples de développement complet de A à Z, comme je viens de le faire ici, sur par exemple cette photo du pont Erasme à Rotterdam, où, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué donc le traitement de Joël Tengelard, un des photographes les plus reconnus dans le domaine du fine art. Donc, comme vous l'avez vu ici dans ce tuto, travailler donc sur un bâtiment simple, mais vous verrez également donc dans ma formation comment travailler lorsque l'on a, comme ici par exemple sur ces bâtiments, de nombreuses lignes courbes, etc. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon site et à vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez les informations concernant cette formation plus complète. Voilà, cette vidéo beaucoup plus longue que celle que je publie d'habitude avait pour but donc de vous permettre de vous initier à ce style de post-traitement que j'affectionne particulièrement. Donc j'espère vous avoir suscité l'envie et que bien entendu vous allez mettre tout ça en pratique. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le fichier utilisé dans la vidéo, le lien est dans la description. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao!